Soit. Oui. Ça y est, c'est allumé. Est-ce que ça marche? Ça marche. Ça marche. Je ne pouvais évidemment pas vous faire entrer sur une autre musique, mais alors devant une franco-anglaise, j'ose même pas prononcer Heroes. Très bien. David Bowie accompagne, Oui. d'après ce que j'ai compris, votre vie et accompagne aussi Sentinelle de la pluie, C'est qui vrai. est votre nouveau roman dont nous allons parler au cours de cette rencontre. Alors, je suis toujours tellement ravie de vous accueillir à Et Nancy, moi de même. Tatiana. Vous êtes évidemment fidèle parmi les fidèles du livre sur la place. Et vous savez que nous sommes en train de préparer la 40e édition Déjà. de la manifestation. Pour la préparer, j'ai recherché beaucoup de photos qui marquent des temps forts de cette manifestation qui existe depuis 1979. Et j'ai retrouvé évidemment l'année 1998 où votre père, Joël de René, présidait le salon, grand scientifique, merveilleux scientifique. Et à côté de lui, oui, on a un écran, et à côté de lui, sous le chapiteau, dédicacée, une jeune femme un peu timide, pas encore très très connue, et son papa disait à tout le monde, c'est ma fille Tatiana. Alors depuis quel parcours il y a eu... En 98, vous ne connaissiez pas encore Héloïse d'Ormesson. Je voudrais lui dire toute mon affection. Elle est dans cette salle, elle vous a accompagné aujourd'hui. Elle n'était pas entrée dans votre vie et elle n'était pas devenue votre éditrice. Donc, elle s'appelait Sarah. N'était pas encore publiée. Il faudra attendre quelques années pour ça. 12 millions de ventes de Elle s'appelait Sarah, adaptée au cinéma, ce qui fait de vous aujourd'hui l'une des auteurs ou autrices, je sais pas, vous préférez auteur, autrice? Comme vous voulez. Bon, moi alors, je suis open. Bon, on reste à hauteur, RE bien sûr, les plus lus en Europe et même aux États-Unis. Vous publiez votre 11e roman. Il y a 3 ans, c'était une biographie, la première biographie française dont nous parlerons au cours de cette rencontre parce que je pense qu'elle a beaucoup marqué votre parcours littéraire et c'était une biographie magnifique, Manderley Forever, Daphné du Maurier, qui elle aussi accompagne votre vie. Mais nous allons commencer bien sûr par Sentinelle de la pluie. J'ai l'impression que toute votre œuvre littéraire se construit dans l'exploration des secrets de famille. Je me suis demandé si, en publiant Sentinelle de la pluie, vous aviez à l'esprit d'abord l'idée de faire connaître le secret de la famille Malgarde, ou si vous aviez plutôt envie d'écrire sur la crue de la Seine, qui est quand même très angoissante. En fait, ce livre s'est construit un peu comme un millefeuille. J'avais envie d'écrire sur la crue depuis très longtemps. J'avais 11 ans d'ailleurs, quand ça a commencé. J'avais vu une photo, j'écrivais déjà, et j'avais vu une photo d'une voisine, parce que mes parents habitaient en zone inondable à Paris, en train de sortir de la porte cochère familiale sur une barque. Elle avait elle-même 10 ans. Et moi, j'avais 10 ans quand j'ai vu cette photo. Et je me suis dit, ça doit être quand même incroyable d'avoir vécu cette crue. Mais j'ai compris très vite que je n'avais pas envie d'écrire sur la crue telle qu'elle s'était déroulée. Mais il a fallu attendre toutes ces années pour pouvoir avoir la deuxième partie de mon histoire, une histoire de famille, une histoire de secret, pour pouvoir accompagner justement ce mouvement d'eau, ce déluge des sentiments. Il m'a fallu donc attendre pour pouvoir trouver mon entrée dans ce livre, parce que je savais que parler uniquement de la crue, ce n'était pas suffisant pour moi. Il fallait que j'y rajoute quelque chose de plus personnel, ce que j'ai fait. Alors, on va parler d'abord de la famille Malgarde, et puis après, on évoquera justement les inquiétudes, parce que vous avez beaucoup travaillé sur cette projection d'une éventuelle crue dévastatrice pour Paris. Et puis vous avez un père quand même avec lequel vous avez dû évoquer ce sujet-là aussi. Donc nous parlerons un peu de vos inquiétudes. Alors la Seine déborde,
j'ai l'impression que c'est quand même pas la seule menace qui plane sur la famille Malgarde. Les parents, le frère, la sœur se réunissent à Paris pour célébrer les 70 ans du papa. Seulement voilà, rien ne tourne comme il était prévu. Et déjà, ils arrivent dans la ville sous une pluie diluvienne. Vous aussi d'ailleurs tout à l'heure. Oui, parce que partout où je vais, il pleut. Donc je suis désolée, je m'excuse, je suis un peu comme François Hollande. Depuis que j'ai publié... C'est la comparaison, Tatiana. Bon, j'ai un peu plus de cheveux que lui, heureusement. Mais en fait, c'est vrai que partout où je vais, il pleut. Heureusement, ça s'arrête. Et même, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une crue de la Seine il n'y a pas très longtemps, en janvier. C'était juste avant la sortie de mon livre. Et donc, la Seine vous a aidé pour la promotion. On a même cru que les éditions Héloïse d'Ormesson avaient pu, je ne sais pas comment, faire que la Seine déborde. Mais plus sérieusement, ça faisait quand même plusieurs années que je travaillais sur ce livre. Et cette idée de pluie qui ne s'arrête jamais, c'était quelque chose qui me hantait depuis longtemps. Vous vous souvenez de ce film qui s'appelait Blade Runner ? Voilà, où il y a toujours cette ambiance de pluie. C'est quand même quelque chose de très spécial, cette pluie, tout le temps. Et donc mes personnages n'habitent pas... Personne n'habite à Paris, en fait. Ils se retrouvent là pour cet anniversaire. Le fils vit à San Francisco, il est photographe. La fille vit à Londres et les parents vivent dans la Drôme. Donc ils arrivent dans cette ambiance, exactement ce qu'on a eu tout à l'heure, et on ne parle pas d'une petite pluie, voilà, qui est finalement pas très grave, on parle d'une pluie diluvienne. Donc ils arrivent à un moment compliqué, où cette scène va lentement déborder, et puis c'est vrai qu'au début on ne prend pas ça au sérieux, parce qu'on se dit, bon, cette scène elle monte lentement, on va pouvoir s'organiser, c'est pas bien grave, on est capable maintenant de la canaliser. Et en fait, pas du tout. Donc, c'était assez intéressant pour moi de construire ces 7 jours, puisque le roman s'articule autour de 7 jours. Et chaque fois, la scène monte de quelques centimètres pour atteindre, dans mon livre, 8,99 m, ce qui dépasse, pour vous donner un ordre d'idée, la crue de 1910. Donc, ça veut dire que notre fameux zouave, le pont de l'Alma, il a de l'eau jusque-là. Voilà. Donc, c'était à la fois assez anxiogène d'écrire là-dessus, parce que suite aux interviews et aux recherches que j'ai pu faire, tous les spécialistes se sont accordés pour me dire que ça allait arriver. De notre vivant, on va connaître une crue dévastatrice à Paris, même si maintenant on sait la prédire. Personne ne peut empêcher la pluie de tomber. Et ça, mon scientifique de père me l'a corroboré. Il y a certains politiques qui ne croient pas au réchauffement climatique et ils ont bien tort. Personne ne peut empêcher un fleuve de sortir de son lit. Personne. Et même si maintenant, il y a toutes sortes de choses qui sont mises en œuvre, par exemple ces 4 lacs de rétention qui ont été bâtis en amont justement de Paris pour protéger Paris, mais s'ils sont pleins parce qu'il pleut, et si les nappes phréatiques sont pleines parce qu'il pleut, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qui va se passer ? La pluie va retomber dans la Seine. Paris est devenu un gruyère à force d'avoir été creusé maintenant par le RER, les parkings, etc. Donc ça nous pend au nez. Et moi, j'habite en zone inondable. Ah oui, et d'ailleurs, je précise que j'ai toujours habité en zone inondable à Paris. Vous verrez à la fin de mon livre, il y a une petite carte. Oui, tout à fait. Voilà, et donc je me rends compte que je n'ai jamais habité dans un endroit où la Seine ne viendra pas me chatouiller dans mon lit. D'ailleurs, le Paris que vous aimez, c'est le Paris inondable, en fait. Mais bien sûr. Et c'est pas par hasard, d'ailleurs, parce que j'ai grandi dans le 7e, qui est complètement inondé, d'ailleurs. J'ai ensuite longtemps vécu dans le 15e, qui est l'arrondissement le plus touché. Donc c'est pour ça que c'était à la fois assez incroyable et en même temps très inquiétant d'imaginer ces rues-là. Donc j'ai beaucoup regardé les photos de 1910, sauf que les photos de 1910, elles ont un côté un peu glamour. Les gens ont des capelines, ils sont là dans des barques, les hommes ont des chapeaux de forme, tout le monde porte des belles redingotes, ça a l'air très beau tout ça, alors qu'en couleur et dans la vraie vie, la crue de la Seine, on oublie, parce que ces photos ne montrent pas, l'odeur. C'est quand même les égouts qui se répandent, donc vous imaginez l'odeur. Et la couleur de l'eau, eh bien, elle est vert-jaune. Et donc, ça a été assez intéressant de mettre ça en scène
même si j'ai pas envie de vivre ça dans ma vie, mais j'ai peur que ça va quand même m'arriver. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Oui. Il faut partir. Voilà. Oui, c'est sûr. Oui, complètement. Alors, en fait, on va évoquer la famille Malgarde, mais puisque on est sur la scène par elle-même, il y a dans votre livre, donc le père, Paul, on peut dire tout de suite qu'il a un problème de santé, qu'il est hospitalisé. Et l'hôpital dans lequel il est hospitalisé, qui est Georges Pompidou, est en zone inondable. Et donc, oui, vous racontez le déménagement de l'hôpital pour aller vers les autres hôpitaux parisiens qui sont eux aussi débordés, mais de patients. Alors ça a été aussi l'anticipation un défi, mais en même temps, tout le monde sait que l'hôpital Pompidou est construit en zone inondable et que c'est un peu idiot de l'avoir construit là. Maintenant, l'évacuer, c'est une autre histoire. Et donc, moi, j'ai fait ça, j'ai décrit cette scène un petit peu, si vous voulez, comme si je voyais un film. Et on parlait de Blade Runner tout à l'heure. De toute façon, vous avez une écriture cinématographique, donc on voit toujours des films avec vous. Et donc, je suis allée à fond dans ce que ça veut dire de voir cet hôpital évacué, toujours sous cette pluie. Paul Malgarde, le père de mon héros, est dans un état très grave, donc on ne peut pas le sortir sur une chaise roulante. Donc j'ai imaginé ces espèces de sarcophages en pyrex pour mettre tout ça sur des bateaux. Vous imaginez ce que ça peut être. L'hôpital est entièrement envahi d'une eau boueuse. Les gens attendent, inquiets, sur des espèces de tréteaux. Les noms sont criés. Donc c'est vrai que c'est une ambiance d'un autre monde, une ambiance qu'on peut à peine imaginer. Et puis surtout imaginer son père qui doit... sortir de cet hôpital dans ce climat-là, c'est compliqué, mais je me suis quand même basée sur l'évacuation de l'hôpital Vaugirard en 1910. J'ai vu des photos, et ça avait l'air épique aussi. Hein. Sauf qu'à l'époque, il y avait des chevaux et des carrioles, et les chevaux, ils pouvaient tout à fait aller dans l'eau, alors qu'aujourd'hui, les ambulances ne peuvent pas. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de dépendre de bateaux. Et c'est très compliqué, en fait. On m'a expliqué que le bateau n'est pas la réponse à tout. Parce que comme c'est une eau boueuse, il ne faut pas croire que c'est une eau claire. C'est un fleuve qui déborde, donc qui charrie des objets, des troncs d'arbres, toutes sortes de pollutions. Donc on ne peut pas traiter cette eau comme une eau normale. Et donc c'est vrai que Paris est à genoux, Paris est dans un état de chaos total. Et donc ces 10 pages de l'évacuation de cet hôpital, je l'ai écrit comme si je filmais en fait cette scène. Elle est comme un film dans ma tête, mais je prie aussi pour ne pas la vivre. Je n'aimerais pas la vivre. Et comment avez-vous travaillé pour trouver la documentation, pour réfléchir, pour anticiper justement ce qui pouvait se passer ? 15% de risque, disent les scientifiques. En fait, je me suis procuré par des amis architectes un plan du Paris inondable, qui est très précis, et qui colorie en bleu, si vous voulez, les rues qui seraient inondées. Et comme par hasard, c'était toutes les rues où j'avais vécu, tous les quartiers où j'ai grandi. C'était presque Est-ce un hasard ? Mais non, je ne crois pas. Donc déjà, je savais. Ensuite, j'ai interrogé des fluviologues et des hydrologues. Ce sont des gens qui étudient le risque de crues, d'inondations, pas seulement à Paris, ici sûrement, partout, et qui m'ont quand même donné beaucoup d'éléments sur aussi le risque de la pollution, parce que ces crues engendrent des risques sanitaires terribles, puisque tout le système d'égout est éventré. Donc vous pouvez imaginer la saleté de ces eaux. Et puis, je reviens à cette histoire de pluie. D'ailleurs, on l'a vu, il paraît qu'hier soir, c'était inondé ici, vous m'aviez dit. Oui, c'est de ma faute également, je suis navrée. Oui, voilà. Parce que c'était une façon de m'accueillir. C'était une façon de promouvoir la rencontre. Voilà, mais plus sérieusement... De vous mettre en condition. Plus sérieusement, aujourd'hui, nous savons, et nous n'avons qu'à regarder l'actualité, nous voyons que la pluie tombe d'une façon extrêmement puissante, qu'elle est capable d'inonder en quelques minutes. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de ces inondations terribles dans le sud de la France, où ça arrive très vite. Ce qui a été plus intéressant pour moi, c'est que la scène, en fait, ça arrive lentement. Oui. C'est ça, silencieusement. En fait, oui, inexorablement. Et c'est ça qui a été intéressant pour moi,
parce que si la scène était montée d'un coup, j'aurais pas pu écrire mon livre. Parce que tout se passerait en 24 heures. Et moi, il me fallait au moins une semaine pour non seulement raconter l'histoire de cette crue, mais une semaine celle de la famille. pour raconter l'histoire de la famille Malgarde. Alors, la scène, c'est évidemment un personnage de ce livre, comme sont souvent chez vous les décors dans lesquels vous, puisque les murs ont de l'influence, toute votre œuvre positionne le décor en fait comme un personnage. C'est vrai que Paris est un personnage pour moi. Je l'avais déjà mis en scène, vous vous souvenez, pour Rose. Et c'est pour Rose d'ailleurs que nous étions retrouvés à l'Opéra. C'était le 6 juin 2011. Vous voyez, voilà. On est pratiquement une date anniversaire. Mais est-ce qu'il pleuvait? Non, peut-être pas. Mais non, il faisait très chaud. Oui. Oui. C'est vrai que Paris a souvent été une inspiration pour moi, mais je suis loin d'être le seul écrivain inspiré par Paris. Il faudrait demander à Monsieur Modiano, par exemple, ou Victor Hugo, ou encore Émile Zola. Mais c'est vrai que là, ce qui était différent cette fois, c'est un Paris du futur. Et je me permets de vous dire que j'ai situé ce roman en janvier 2018, alors que j'ai commencé à l'écrire en 2015. Mais ce qui est inouï, c'est que lorsque la scène a été en crue en janvier, c'était exactement les mêmes dates. Et je me suis dit, c'est pas possible. Non, franchement. Donc, heureusement, elle s'est arrêtée. Mais je pense que si elle avait continué, personne n'aurait pu lire mon livre parce qu'on aurait tous été dans un tel chaos que je pense que ce livre aurait été très difficile à faire lire parce qu'on aurait vécu ce que je raconte. Alors, on va parler des personnages autres que la scène maintenant, en commençant par Paul, donc le père, qui fête ses 70 ans et qui est un arboriste mondialement connu. Les arbres, il n'y a pas que la scène qui est importante pour vous, les arbres ont aussi une importance. C'est vrai que le fil vert dans ce livre, il y a des passages en italique, très courts, qui ponctuent chaque chapitre. Et en fait, j'avais aussi envie de parler de l'importance des arbres. Et ça, c'était avant d'avoir lu, vous vous souvenez de ce fameux livre « La vie secrète des arbres » de Peter Wollenben, qui est un livre magnifique. Et en fait, j'avais aussi envie de parler d'un homme qui dédie sa vie aux arbres, qui est un peu l'homme qui murmure à l'oreille des arbres. Tout simplement parce que, chère Françoise, il faut que je vous fasse une confidence. Bon, maintenant, les gens le savent un peu, mais il y a 10 ans, je suis tombée amoureuse d'un arbre. Alors vous allez me regarder d'un air, je vous vois déjà, vos yeux bleus. Vous enlacez les arbres? Oui. Mais c'est très à la mode. Mais je ne savais pas. Moi, un arbre est entré dans ma vie puisque j'ai acheté une maison en Provence et je n'avais pas remarqué, parce que ça ne m'intéressait pas tant que ça, que sur cette propriété, il y avait un immense tilleul de 300 ans. Et tout d'un coup, un matin, je regarde ce tilleul et c'est comme si ce tilleul me prenait par la main. Et donc j'ai eu cette espèce de désir fou, alors que ma famille me regardait avec des yeux ronds, d'aller vers ce tilleul et de l'embrasser et de le prendre dans mes bras. Et ce tilleul me fait du bien. Donc j'ai appris depuis que ça s'appelle la sylvothérapie. Ça existe, ça n'a rien à voir avec les silver hair, hein, les cheveux gris. En fait, il y a cette pratique, et je suis certain que certains d'entre vous ont un arbre dans leur vie. Pourquoi l'arbre, en fait? Parce que l'arbre est l'antithèse de notre vie aujourd'hui, où tout se passe tellement vite. On a les informations tout de suite avec nos téléphones portables, on voit les tweets de Donald Trump, on est au courant de tout. On peut commander un billet d'avion, on peut avoir une information tout de suite, on veut l'âge d'un acteur, pof, on a tout. Tout est tout de suite. On vit une vie à 300 à l'heure. Et en fait, l'arbre est le contraire de ça, me semble-t-il. L'arbre, il met très longtemps à arriver, d'abord. Mon tilleul, il a 300 ans. L'arbre a une histoire, l'arbre a des choses à nous apprendre. Et donc, je dirais que presque le vrai héros de ce livre, c'est un tilleul. Pourquoi? Vous verrez. Mais ça a été aussi une façon pour moi de donner un autre rythme à ce livre. Et d'ailleurs, plusieurs journalistes m'ont dit, vous avez écrit un livre écolo. Alors, je n'ai pas du tout fait exprès, mais je me rends compte que c'est un livre qui montre que la nature a une puissance, qu'il faut l'écouter, qu'il faut la respecter. Et d'ailleurs, un de mes personnages et un policier dit à un moment à mon héros, nous avons appris à lutter contre le terrorisme,
c'est devenu notre métier, c'est devenu ce qu'on fait tous les jours. Mais lorsque la nature se déchaîne, on ne peut rien faire. Et c'est un peu ça que je montre aussi dans ce livre. Vous me permettez de lire un passage justement sur l'arbre que je Avec trouve plaisir. très beau, que Paul, donc arboriste, c'est lui qui parle. Plus personne ne s'intéresse aux arbres, comme si leur présence allait de soi. Les gens ne les respectent plus, ils les traitent comme des objets qui produisent automatiquement de l'oxygène et du bois. Ils oublient que les scientifiques ont fait des découvertes incroyables. Les arbres ont une mémoire, ils peuvent anticiper, ils peuvent assimiler les informations, ils peuvent envoyer des avertissements aux autres arbres. Nous savons depuis un certain temps qu'une forêt est un réseau complexe qui partage ses données, un milieu où les arbres veillent les uns sur les autres. Nous savons aujourd'hui que les arbres communiquent entre eux, aussi bien par leurs racines que par leur feuillage. Les arbres peuvent nous aider, ils peuvent modifier notre climat, nos écosystèmes, mais aussi nous montrer comment affronter l'avenir. Nous devons apprendre d'eux. Nous devons les protéger parce qu'ils nous protègent. Dans ce monde nouveau, si rapide, c'est ce que vous disiez, Tatiana, où tout a lieu instantanément, nous n'avons plus l'habitude d'attendre. Nous avons oublié l'art de la patience. Chez l'arbre, tout est lent. La façon dont il pousse, dont il se développe, personne ne peut réellement comprendre cette lenteur et l'âge vénérable que les arbres sont capables d'atteindre. Certains arbres ont des milliers d'années. En fait, les arbres constituent l'antithèse absolue de cette folle époque de vitesse qui est la nôtre. Alors, vous en parliez, Tatiana, déjà, mais vous êtes quand même, vous, tellement présente sur les réseaux sociaux, vous vous servez tellement de la technologie que c'est assez surprenant de vous entendre parler justement Françoise, de l'arbre. Je me protège maintenant. J'avais écrit, souvenez-vous, L'encre russe, qui mettait en scène un écrivain qui se perd dans les réseaux sociaux. Et c'est très facile aujourd'hui de passer sa vie sur son portable. Vous devez connaître, comme moi, des gens qui sont rivés à leur téléphone, mais même au restaurant, même au cinéma. C'est-à-dire qu'ils passent leur vie à regarder les notifications. Et vous ne le faites plus ? Non. J'ai appris maintenant, ça c'est l'influence de l'arbre. Mais elle est bonne, donc. Mais oui, parce qu'en plus, cet arbre, le mien en tout cas, je ne vais pas vous dire où il est, parce que je suis très jalouse avec cet arbre, il n'y a rien de mieux pour moi que d'être assise sous cet arbre en train de lire. Et il n'y a pas de... Internet passe très mal dans cet endroit. Le téléphone ne peut pas sonner. Et je crois que depuis que j'ai appris à me ménager comme ça des plages j'appelle ça mon moment vert, my green moment. Donc je suis avec, en fait, je retrouve un peu ce que j'ai pu vivre dans mon adolescence, où on n'était pas dérangé par un téléphone portable ou un téléphone tout court. On avait ces moments de lecture, de joie, de communion avec la nature, qui, je crois, sont très importants aujourd'hui, en tout cas pour moi. Donc, j'ai des moments où je suis évidemment très présente sur les réseaux sociaux, mais j'ai des horaires maintenant. Je me ménage. Ah oui. Et puis, j'ai mon mari qui ne supporte plus que je sois sur les réseaux sociaux en permanence, donc il me surveille. Donc, j'ai compris maintenant. Donc, je fais attention et Donc, en fait, ce n'est pas vous. Vous êtes obligé, tout simplement. Non, ça me fait du bien. Ouais, je ne doute pas. Et puis, c'est vrai que je trouve que les réseaux sociaux sont très chronophages. Et même si on apprend beaucoup sur Twitter, on voit des jolies photos sur Instagram, c'est quand même tellement important de retrouver le plaisir de la lecture, ce que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps. Et puis aussi, quand on a besoin d'écrire un livre, on ne peut pas être sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Et puis d'ailleurs, j'écris sur un ordinateur qui n'a pas le Wi-Fi, parce que sinon c'est impossible d'écrire. Si vous êtes dérangé toutes les 5 minutes par Françoise Rossineau vous a retweeté, c'est pas possible, vous ne pouvez pas écrire. Même si vous êtes très contente, Françoise Rossineau vous retweet. Bien sûr. Alors, donc nos 4 personnages, enfin plutôt vos 4 personnages, se retrouvent à Paris. Le père a un accident de santé qui va d'ailleurs... Dès les premières pages. Dès les premières pages. Et en fait, on a l'impression en vous lisant que c'est quand il y a un événement extrêmement dramatique, que tout d'un coup les langues se délient, et que ces personnes qui s'aiment, mais qui ne se sont pas parlé finalement, qui ne se sont pas dit leurs secrets depuis des années, là parlent. D'abord, ils vont être obligés, parce que sinon il n'y aurait pas de livre, c'est vrai. Mais c'est vrai.
c'était tentant de démarrer avec une famille qui s'aime. On n'est pas du tout dans une ambiance à la Festen. Vous vous souvenez de ce film terrible, un repas de famille où il y a un fils qui tout d'un coup dit des choses absolument atroces sur ce qu'il a subi dans son enfance par son père. Donc là, c'est pas ça. Ce sont 4 membres d'une famille qui s'aiment, mais qui ne vivent pas dans le même pays et qui se voient pour la première fois sans les pièces rapportées et qui, en fait, se rendent compte qu'ils ne se sont jamais dit les choses importantes dans la vie. Leurs fêlures, leurs faiblesses, leurs secrets, leurs rancœurs parfois. Et ça m'intéresse aussi, surtout au niveau des frères et sœurs, parce que même si Lyndon et Tilia sont très proches, il y a plein de choses qui ne se sont jamais dites. Et souvent, on se rend compte que son frère ou sa sœur, dans des moments compliqués comme un père à l'hôpital, eh bien, tout d'un coup, il y a toutes ces casseroles qui remontent. Et ce qui m'intéresse le plus dans cette problématique, c'est quels sont les mots qu'on utilise pour en parler. Ce livre est assez introspectif. C'est la faute de Daphné du Maurier, on y reviendra. Ce qui m'intéresse dans le non-dit, justement, parce que ce livre est plein de non-dits, c'est comment on vit ce non-dit, comment on le verbalise, quels sont les mots qu'on utilise pour dire le mot MAUX. Comment on passe du silence à la parole, parce qu'au fond, c'est très pratique le silence. Je l'avais exploré dans Boomerang. Vous vous souvenez peut-être que c'était une famille qui surfe comme ça sur un secret. Elle s'appelait Sarah aussi, ce sont des secrets. Mais il y a un moment où cette vérité remonte, et pour les 4 membres de cette famille, pour des raisons très différentes, ils vont devoir choisir la parole. Comment ils vont le faire ? Comment ils vont le faire chacun entre eux ? Parce que la mécanique familiale m'intéresse aussi. On ne parle pas de la même façon à son père, à sa mère, et surtout, Lyndon, mon héros, il est franco-américain, donc il a aussi le barrière de la langue. Il parle anglais à sa mère, français à son père, franglais à sa sœur. En fait, je me rends compte que mon obsession avec le silence vient aussi d'une obsession avec la parole. Quand on a quelque chose d'important à dire à sa famille, quelles sont les paroles qu'on utilise ? Parce que ce n'est pas facile de trouver les bons mots. Et d'ailleurs, quels sont les bons mots ? Comment est-ce qu'on peut aborder un secret de famille qu'on doit dire alors qu'on est parfois pudique, ou alors qu'on a peur, ou qu'on se sent ridicule, ou qu'on ne sait pas nommer, en fait. Là, je pense notamment à la sœur de Lyndon, Tilia, qui a vécu un terrible traumatisme, un accident de voiture, qui a coûté la vie aux personnes avec qui elle était. Elle est la seule rescapée de cet accident. Donc, en fait, c'est un peu une grammaire du silence que j'explore ici. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le livre, parce que d'abord, les dialogues sont indirects, il n'y a pas beaucoup de guillemets, et il y a surtout le dialogue intérieur qui m'intéresse, de ce flux de paroles, pour utiliser encore un terme aquatique, ce flux de paroles qui existe dans nos cerveaux, et là je vais citer ma chère Virginia Woolf pour une fois, ce qu'on appelle le stream of consciousness, le flux de conscience. Nous sommes tous en train de penser en permanence, à l'instar de Clarissa Dalloway qui prépare son dîner dans Mrs. Dalloway, qui prépare ses fleurs, mais elle pense à tellement d'autres choses. Les strates de notre pensée sont si riches. Comment est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on attrape finalement dans notre pensée pour s'exprimer ? Et donc tout ce livre s'articule autour de ce vocabulaire du non-dit. Alors, il y a évidemment dans ce livre toute une partie particulièrement émouvante sur Lyndon et le coming out qu'il fait. Lyndon et je cherche. Voilà, est homo, tout simplement, il est gay. Et il l'annonce d'abord à sa tante, quand il a 16 ans, qui réagit très bien, à sa mère, qui réagit beaucoup moins bien et ne l'annoncera pas à son père jusqu'à ses derniers instants. Vous faites particulièrement réfléchir à cette situation homo qu'un adolescent doit trouver, à la confiance qu'il doit avoir et à cette preuve d'amour qu'il a envers ses parents aussi. Et puis, à la situation qu'ont parfois les parents d'enfants gays. Alors,
là, on peut le dire, puisque vous en parlez très librement, c'est une situation qui vous est personnelle, puisque votre fils est lui-même gay. Je trouve que ce passage est particulièrement fort dans ce livre. Alors c'est vrai que j'avais envie de parler de coming out. Alors il n'y a pas de mot en français. Il faudrait qu'on en trouve un. Oui. Et même si ce n'est pas mon histoire, ce ne sont pas les membres de ma famille, j'ai puisé dans un émotionnel très personnel pour écrire ce livre. Même si Lyndon n'est pas mon fils, j'ai voulu parler de ces sujets, de cette situation très émouvante, très bouleversante dans la vie d'une famille quand un enfant prend son courage à deux mains pour dire à ses parents qu'il est homosexuel, qu'il ou elle est homosexuel. Pour notre fils, ça s'est bien passé, puisqu'il y a eu de la bienveillance et de l'amour. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans beaucoup de familles. C'est pour ça aussi que je soutiens cette association qui s'appelle Le Refuge, qui aide des jeunes victimes d'homophobie. Je rappelle que les jeunes homos ont 13 fois plus de chances de se suicider que des jeunes hétéros. Et qu'encore aujourd'hui, un jeune gay peut se retrouver à la porte parce que ses parents n'ont pas supporté. Donc, ce sont des moments difficiles, ce sont des moments intimes, ce sont des moments dont on ne parle pas. Et j'ai voulu mettre des paroles sur ça parce que justement, mon livre explore le non-dit. Donc, Lyndon ne sait pas comment parler à son père. Il ne sait pas ce que son père sait. Son père est un grand taiseux. Son père a passé sa vie dans les arbres. Son père aime David Bowie. C'est pour ça qu'on a écouté Heroes tout à l'heure. Et donc Lyndon va se rendre compte qu'il a une fenêtre de tir très réduite alors qu'il est au chevet de son père avec cette pluie qui tombe dans cet hôpital qui va bientôt être évacué, qu'il a peu de temps pour parler à son père. Et il ne sait pas comment le faire. Ça s'est mal passé avec sa mère, même si sa mère va aussi lui dire des choses importantes et va un peu revenir sur cette conversation douloureuse qu'ils ont eue il y a un certain temps. Je reçois d'ailleurs depuis l'apparition de ce livre des lettres et des témoignages absolument bouleversants. Et est-ce que vous vouliez faire passer un message Non, en parce parlant que de ce en sujet. fait, je ne suis pas un écrivain militant. Quand j'ai écrit Elle s'appelait Sarah, je n'avais pas du tout anticipé ce qui a pu se passer avec ce livre. J'avais envie de parler de ce sujet un peu tabou. Je ne savais pas que c'était encore si douloureux dans tant de familles. Et les messages que je reçois sont bouleversants, à la fois de parents d'enfants homo, à la fois d'enfants qui n'osent pas parler à leurs parents. Je ne m'attendais pas à ça. J'en suis à la fois reconnaissante, mais très souvent bouleversée, parce que j'entends des histoires qui me chamboulent complètement. Je reçois des lettres de gens qui me demandent mon avis, et je reçois surtout quelque chose qui m'émeut terriblement, c'est qu'on me dit « Je vous remercie en tant que maman d'un enfant homo de prendre la parole et de le dire publiquement parce que grâce à vous, maintenant, je n'ai plus honte de dire « j'ai un fils gay » ou « j'ai une fille lesbienne. Merci, madame ». Et ça, c'est quelque chose dans lequel je ne m'attendais pas du tout, ces témoignages-là. Et je me rends compte aussi que c'est vrai que les parents d'enfants homo sont aussi victimes d'homophobie indirecte, quelque part. Il y a cette phrase que je mets dans le livre, qu'on m'a malheureusement dite un jour, « Je préfère avoir un fils en chaise roulante qu'un fils homosexuel ». Donc c'est vrai qu'il y a une violence. Et je touche là à un sujet tellement intime, tellement personnel, tellement compliqué quelque part, qui en fait est un tabou dans beaucoup de familles. Donc ce n'est pas fini tout ça. Moi j'aimerais qu'un jour le refuge n'existe plus et qu'un enfant puisse faire son coming out sans être harcelé, sans être méprisé, sans être mis à la porte, sans être tabassé. Donc je n'avais pas du tout prévu ça. Moi j'ai écrit ce livre parce que j'avais envie d'aller jusqu'au fond de ce qu'une famille doit se dire, puisque chaque membre de cette famille a quelque chose à dire. Et ce livre s'articule autour de cette conversation de l'impossible que le père et le fils doivent avoir, et surtout que le père, suite à son problème médical, ne peut plus parler. Donc vous imaginez, je rends les choses encore plus difficiles pour Lyndon.
puisqu'il doit anticiper cette conversation sans savoir comment son père va réagir, puisque son père a perdu l'usage de la parole. Donc, je suis allée, c'est vrai, dans un chemin compliqué, on va dire, mais ce que je reçois est d'une richesse absolue. C'est totalement inattendu, ça me touche beaucoup. Et finalement, rien que pour ça, je suis heureuse d'avoir écrit ce livre, vraiment. Ah, je comprends, c'est particulièrement fort. Oui. Merci. Merci. Je vais me mettre à pleurer maintenant, c'est malin. Oui. Alors, je vais oser vous la poser, cette question. Comment votre fils a-t-il réagi en lisant le livre ? Alors d'abord, les enfants d'écrivains ne lisent pas fatalement les livres de leurs parents. Ça, c'est quelque chose qui surprend toujours mes lecteurs. Mais là, évidemment, j'avais besoin de lui dire que j'allais parler de coming out, et même si ce n'est pas son histoire à lui. Et donc, il a lu ce livre. Il a été absolument bouleversé. D'ailleurs, on a lu les passages ensemble, main dans la main, avec des larmes aux yeux, puisqu'il y a aussi des scènes un peu difficiles où il est vraiment question d'homophobie familiale, où j'avais envie d'expliquer comment ça se passe dans une famille où ça se passe très mal. Et donc, il y a aussi, on n'a pas parlé de l'oncle alcoolique et homophobe qui dit des choses quand même assez terrifiantes. Oui. Voilà, et donc, Louis m'a tout simplement dit « merci maman ». Et après, il a accepté de parler dans un journal parce qu'il a dit « écoute, voilà, puisque toi tu en parles, moi j'ai envie d'en parler aussi, peut-être que ça donnera espoir à des jeunes qui n'osent pas parler à leurs parents ». On a même fait une intervention sur RTL, pour ne pas la citer. Donc, non, je pense qu'il est... Mais pour lui, vous savez, sa maman qui écrit des romans, et moi je suis juste sa maman. Hein. Oui. Voilà, je suis une femme normale, je suis celle qu'est-ce qu'il y a à dîner ce soir, enfin plus maintenant parce qu'il habite plus là, mais je suis la maman. Donc c'est pas, il voit pas l'écrivain. Mais il a été, je crois, fier de ce livre et sa réaction m'a vraiment, vraiment touchée. Et alors, la maman, vous lui avez parlé en anglais ou en français quand vous l'avez élevée ? Moi, j'ai parlé en anglais à mon fils et en français à ma fille. Mais je suis franglaise, donc je rappelle que je parle français à mon père, anglais à ma mère. Un jour chacun, non ? Non, et je parle français anglais à mes frères et sœurs. Donc c'est très compliqué, mais j'ai l'habitude maintenant de dire que j'ai un cerveau hybride. Vous savez, comme ces nouvelles voitures. Voilà, moi je sais jamais quelle langue va venir et je suis incapable. Là, c'est l'anglais qui est venu. Là, c'est l'anglais écrivez qui est venu. Sur Paris en anglais. Oui, mais j'ai écrit Elle s'appelait Sarah en anglais, j'ai écrit Rose en anglais. Et vous avez écrit Manderley Forever en français. Oui, parce qu'on me l'a commandé. Il fallait que j'écrive la première biographie en français. Alors j'étais très embêtée au début, je me suis dit comment je vais faire, puisque c'était plutôt l'anglais qui venait. Donc c'est toujours une espèce de bataille. Donc c'est quand même plutôt l'anglais qui vient. Pour l'instant, mais en fait c'est un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Vous vous souvenez de ce film terrifiant avec John Malkovich où il y a Mr Hyde qui sort de son épaule et ensuite... Enfin c'est un peu comme ça, je ne sais jamais si je suis Jekyll ou Hyde, je suis les deux. Ceci dit, vous avez commencé en écriture en anglais parce que votre premier livre, il était pour votre maman. C'est vrai, j'ai commencé en anglais à l'âge de 10 ans. Mais ça, c'est de la faute de Daphné du Maurier aussi, puisque j'ai commencé à la lire très tôt. Et à signer Tatiana du Maurier. Oui, Tatiana du Maurier ou Rebecca de René. Ah oui. Il y avait vraiment des passerelles. Hein. Ah, il y avait des passerelles énormes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est... L'écriture de Manderley Forever a changé ma façon d'écrire. Ça, c'est certain. C'est vrai ? Oui. En quoi ? En fait, d'abord, quand on m'a proposé d'écrire ce livre, j'étais paniquée. Je me suis dit, mais comment je vais faire ? Je suis romancière. Comment je vais faire pour faire une biographie ? C'est une biographie écrite comme un roman. Oui. Elle est formidable. Mais je ne savais pas comment l'écrire. Merci Françoise. Mais je ne savais pas comment l'écrire quand on me l'a proposé. Au début, je me suis dit, je ne vais pas le faire, je ne vais pas y arriver. Et mon mari m'a regardée, il m'a dit, Tatiana, ça fait 30 ans que je te connais, ça fait 30 ans que tu me parles de Daphné du Maurier. Donc si cet éditeur propose ce livre à quelqu'un d'autre, je ne sais pas moi, Amélie Nothomb, Catherine Pancol, Christine Orban, et que si ce sont ces femmes-là qui parlent de ta Daphné, tu vas devenir folle. Donc dis oui dans un premier temps et débrouille-toi après. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai dit oui. Et après je me suis retrouvée devant ce vide en me disant mais mon Dieu, comment je vais faire pour écrire une biographie ? Et là, tout d'un coup, j'ai compris que la seule façon
de rentrer dans l'intimité de cette romancière qui m'a tellement inspirée pour tellement de raisons, c'était de la suivre sur les lieux où elle a vécu. Parce que moi qui suis une obsédée des maisons à cause d'elle ou grâce à elle, eh bien j'ai pris mon petit baluchon et je suis partie sur ses traces. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans son intimité d'écrivain. Et ça a été une expérience d'écriture extraordinaire, très difficile pour mon entourage en fait, parce que je suis devenue Daphné du Maurier. Et ça veut dire que si je deviens Daphné du Maurier, il y a Mrs. Danvers jusqu'à mettre pas loin son derrière. parfum. Oui. Je vaporisais Vent Vert de Balmain, que j'ai retrouvé sur Internet parce qu'il ne se fait plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Vent Vert de Balmain. J'ai retrouvé sur eBay. Et comme je suis très sensible aux odeurs, je le vaporisais dans l'appartement. Et là, mon mari me disait « Ah mon Dieu, elle est là ». Son surnom, c'est Bing, Daphné. Bing, elle se faisait appeler Bing. Et en fait, j'avais besoin de la sentir, puisque quelque part, ce livre, c'était moi qui la suis dans son sillage. Je me mets dans son sillage, donc il fallait vraiment que je sois dans ses traces. Non seulement dans sa géographie intime, c'est-à-dire aller en Cornouailles, comprendre comment elle a habité les lieux, comment elle s'est imprégnée de ces endroits pour écrire Rebecca, l'auberge de la Jamaïque, etc. Mais aussi son physique, sa façon de marcher, sa voix. Et sa famille m'a beaucoup aidée d'ailleurs pour ce livre. Au début, ils avaient refusé, figurez-vous, parce qu'il y avait eu 2 biographies en anglais, un peu olé olé, très axées sur la bisexualité de Daphné du Maurier, donc ça avait un peu blessé la famille. Et je leur ai... Elle a une part d'ombre. Ben oui, mais moi, justement, je leur ai dit, écoutez, je ne vais pas édulcorer cette part d'ombre, mais moi, j'ai envie de l'explorer pour comprendre comment elle s'en est servie pour écrire. Et heureusement, ils ont accepté mon projet. Et je suis devenue d'ailleurs assez proche d'eux. Donc maintenant, je me targue, je peux dire, je suis très amie avec la fille aînée de Daphné du Maurier. Daphné du Maurier qui aimait beaucoup la France, qui parlait français d'ailleurs. Mais justement, c'est ça qui a été fascinant dans Manderley, dans l'écriture de ce livre, c'est que tous ces biographes anglais ne s'étaient pas du tout intéressés à la vie de Daphné du Maurier en France. Pourquoi elle avait un nom français d'ailleurs ? Elle était donc la petite fille de Georges du Maurier, qui était un grand illustrateur et écrivain franco-anglais. Et elle a passé 2 ans à Meudon, en France, en plein milieu des années folles. Donc vous imaginez ce que c'était pour une jeune fille ravissante de surcroît, d'arriver seule dans ce Paris des années folles, qui était quand même en ébullition, en effervescence artistique. Et puis elle a eu une histoire d'amour totalement clandestine et dingue, il n'y a pas d'autre mot, avec la directrice de son pensionnat pour jeunes filles chics, Fernande Yvon. Donc je suis allée explorer ça et j'ai essayé de comprendre comment justement cette histoire avec Fernande Yvon, qui l'a emmenée en Bretagne, qui a vécu cette passion secrète avec elle, comment cette passion-là a donné naissance à certains de ses livres. Évidemment, Daphné du Maurier n'en a jamais parlé, mais elle a écrit un journal intime dont j'ai pu lire quelques extraits. Mais figurez-vous que ce journal intime, il est sous embargo au moment où elle est morte, décédée en 1989. Elle a mis un embargo de 50 ans. Donc elle a quand même des choses à cacher. Donc moi, j'aurai 80 ans quand je vais pouvoir le lire. J'attends avec impatience. J'ai rêvé la nuit dernière que je retournais à Manderley, oui, le début de je Rebecca. Rêve tout le temps que je suis à Manderley. Et vous l'avez lu la première fois à quel âge, Rebecca ? 11 ans. C'est ma mère qui me l'a offert pour Noël. Et je me souviens très bien d'avoir lu ce livre, parce que j'étais déjà ce qu'on appelle en anglais un bookworm, un ver de livres. Je passais ma vie avec le nez dans les livres. Et je les respirais même, c'était comme une drogue, je les sentais. Elle m'offre Rebecca, et je lis ce livre 2 fois de suite. Tellement... En plus, il n'y a pas de fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin de Rebecca, mais il n'y en a pas en fait. Ne mélangez pas avec le film de Hitchcock. Il a été obligé de faire une fin parce que ça faisait plus Hollywood. Et en fait, il n'y a pas de fin. Et donc, j'ai commencé à écrire parce que je voulais faire comme elle. Je voulais explorer l'âme des maisons, la mémoire des murs, les fins ouvertes, les secrets de famille, la noirceur. Donc, je dois tellement de choses à Daphné du Maurier. Elle vous doit maintenant d'avoir à nouveau des ventes de Rebecca, parce que vous avez relancé Alors, je Rebecca. suis très fière de ça. On m'a annoncé
les éditions de livres de poche qui publient Daphné du Maurier en français, et puis les éditions Albin Michel qui ont fait retraduire Rebecca parce qu'il manquait presque 30 pages, figurez-vous. On a découvert que la traduction française avait été tronquée. Donc si vous l'avez lu dans l'ancienne version, précipitez-vous sur la nouvelle version qui a été traduite par une certaine Anouk Nehoff. Anouk Nehoff qui a traduit Sentinelle de la pluie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, c'est une assez bonne traductrice. Et donc, si vous voulez, j'ai su, et ça a été une très très grande fierté aussi, que les ventes de Daphné du Maurier en France avaient totalement redémarré parce que tout le monde avait envie de la relire. Elle avait été un peu oubliée. Et il y avait toute cette armée de lecteurs silencieux qui ont envie de se replonger. Parce que vous vous souvenez aussi peut-être des Oiseaux de Hitchcock. C'est quand même elle qui a écrit la nouvelle, qui fait encore plus peur que le film de Hitchcock. Donc Hitchcock lui doit beaucoup. Hein. Il a adapté 3 de ses livres, L'Auberge à Jamaïque, Rebecca et Les Oiseaux. Donc, et en fait, ça n'allait pas très très bien entre... Ah non, pas du tout. D'abord, j'ai cru comprendre que Hitchcock était assez compliqué avec les dames. Tippi Hedren, d'ailleurs, a raconté des choses récemment un peu... Voilà. Il était un petit peu dérangeant. Mais Hitchcock trouvait que Daphné du Maurier était une emmerdeuse. Et donc, il avait écrit des lettres où il l'appelait Daphné de Winter, ce qui n'était pas très gentil, sachant que Rebecca était quand même une femme assez particulière. Et en fait, elle lui en voulait pour plusieurs choses. Elle lui en voulait de ne jamais la concerter pour l'adaptation à l'écran et de ne jamais la remercier, parce que tout ça, ça parle aussi d'elle aussi, c'est quand même elle qui a écrit les livres, même si elle a quand même été contente de Rebecca. Je pense que c'est celui qui lui a le plus plu, d'après ce que j'ai compris. Rebecca, c'est quand même un très très beau film, même si la fin est différente. Mais Mrs. Danvers, c'est quand même tout aussi terrifiante. Et Manderley vit d'une manière inouïe. Et puis le couple John Fontaine et non, c'est pas John Fontaine, c'est John Fontaine. J'ai oublié son nom. L'actrice qui joue dans Rebecca. C'est John Fontaine. Oui. Voilà, John Fontaine et Laurence Olivier fonctionnent quand même très bien, très très bien à l'écran. Ah, oui. Alors vous aussi, vos livres sont adaptés. Elle s'appelait Sarah, bien sûr. Au fait, j'ai retrouvé que c'est Harry Weinstein qui vous avait accompagné. Vous n'avez rien à nous dire ce soir dans votre tournée américaine de promotion. Vous remarquez mon sourire crispé. De Elle s'appelait Sarah. Alors, j'ai retrouvé une photo absolument épouvantable où Harvey Weinstein et moi, nous sommes donc côte à côte puisque nous sommes allés présenter le film à New York. Et c'était lui le producteur. Et il fait comme ça, vers moi, mais avec la perspective, on dirait qu'il met la main sur mon sein. Donc, si vous mettiez ça sur les réseaux sociaux... Alors, je ne l'ai pas fait, parce qu'il avait déjà assez de problèmes comme ça. Ce qui m'a sauvée, c'est qu'il ne s'intéresse absolument pas à tout ce qui a plus, on va dire, de 35 ans. J'en avais à l'époque déjà bien 45, bien sonné, ou 50 même. Donc, j'avais aucun problème avec lui, mais on a su, un peu plus tard, qu'une des jeunes actrices qui jouait dans le film a eu des problèmes, mais qu'elle avait la tête bien sur les épaules et qu'elle n'a pas du tout été impressionnée. Je crois qu'il est venu frapper à sa porte en peignoir au milieu de la nuit en disant qu'il voulait lui faire lire un scénario. Oui. Encore ? Ça, c'était en 2011. Donc, voilà. Donc, personnellement, je n'ai pas eu de problème, mais voilà. C'est pas très étonnant, en fait. Vous avez des livres en cours d'adaptation actuellement ? Alors, je sais qu'il y a Spirale, qui va devenir un téléfilm sur Arte, mais qui aura malheureusement un nom très différent, dont je ne me souviens plus d'ailleurs, et qu'ils ont changé énormément de choses. Mais bon, j'espère que ça sera bien quand même. On attend toujours que pour le voisin, il se manifeste. Ils ont acheté les droits il y a très longtemps, mais ça stagne un peu, donc je ne sais pas ce qui se passe. Et j'aimerais bien que celui-là soit adapté. Celui-là, on voit le film, on voit le film en le lisant. Sentinelle de la pluie, c'est le zouave ou c'est qui, Sentinelle de la pluie ? Alors, il y a plusieurs sentinelles. Il y a le zouave, bien sûr. Il y a le tilleul, parce qu'il est le témoin de quelque chose de très important. Mais là, c'est carrément sentinelle de votre ville. Et puis, il y a aussi Lyndon, qui est quand même le sentinelle au chevet de son père, à l'hôpital, qui regarde cette pluie tomber et qui se dit qu'il va falloir à un moment qu'il parle à son père et comment il va faire. Donc, il y a plusieurs sentinelles. Vous avez abordé tout à l'heure la traduction, très rapidement. Il faut quand même que je vous pose la question. Quand
accepterez-vous de vous traduire? Ça doit quand même être horrible pour un traducteur de vous avoir derrière lui. Excusez-moi de vous dire cela, mais... C'est une situation très inconfortable. Ah, je vous avoue que je la vis mal et beaucoup de gens me demandent pourquoi je ne me traduis pas moi-même. Parce que vous relisez sa traduction. C'est très compliqué en fait. Alors je ne suis capable que de lire que dans 2 langues, puisque je suis traduite dans beaucoup d'autres langues. Donc je sais que mes traducteurs français-anglais et mes traducteurs anglais-français redoutent ce moment. Il y a des traducteurs avec qui ça s'est mal passé, d'autres avec qui ça s'est très bien passé, comme Anouk Nohoff, qui est une traductrice formidable. Je rêve, j'aimerais bien un jour pouvoir me traduire moi-même. Je vous avoue que ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Pourquoi ne le faites-vous pas? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Alors, mon éditrice me dit que ce n'est pas une très bonne idée parce que ce serait réécrire le livre et ça prendrait beaucoup de temps et j'aurais peut-être pas la distance nécessaire entre le texte tel que je l'ai écrit et ce que je dois réécrire. Et c'est vrai que je mets déjà un peu de temps à écrire mes livres. Alors l'idée de repartir, réécrire, mais peut-être qu'un jour j'aurais envie d'essayer parce que j'aimerais bien. Je sais que Nancy Houston écrit dans les 2 langues. Il faudrait que je lui pose la question, comment elle fait elle part d'anglais, le français, comment elle fait pour se réécrire? Est-ce qu'elle est aidée par un traducteur? Je ne sais pas. En tout cas, je peux vous dire que c'est une question qui fascine et mes lecteurs et les journalistes. Et c'est un casse-tête pour les libraires parce qu'ils ne savent jamais sur quelle table me mettre, parce que certains livres sont en français, d'autres en anglais, donc ils n'en peuvent plus. Ils ne savent pas où me mettre. Alors je leur ai dit qu'il fallait que j'ai une table pour moi. Ils ont dit pourquoi pas. Mais c'est vrai que cette histoire de langue, que j'aborde d'ailleurs un peu dans le livre, puisque le frère et la sœur, parfois... moi j'hésite quand il m'arrive quelque chose de particulièrement émouvant, parfois je ne maîtrise pas la langue qui vient en fait. C'est très compliqué. Je me souviens qu'en ce qui concerne, elle s'appelait Sarah, vous ne vous étiez même pas rendu compte que vous l'aviez écrit en anglais. Oui. Et vous attendiez que votre mari vous dise que les 40 premières pages que vous lui aviez confiées étaient bien, et il prenait trop de temps et vous ne compreniez pas pourquoi. Je ne comprenais pas, parce que mon mari n'est pas bilingue comme moi, enfin, pas beaucoup de gens sont bilingues, et c'est vrai que je trouvais qu'il prenait beaucoup de temps à lire ces 40 pages. Et je voulais son avis, et donc il lisait très lentement. Je me dis, mais pourquoi il lit tellement lentement? Je ne comprenais pas. Et la première chose qu'il me dit, c'est vraiment bien, c'est très fort, tu l'as écrit en anglais. Je ne m'étais même pas rendu compte. Et j'avais même le titre, Sarah's Key, la clé de Sarah. C'est d'ailleurs pour ça que je porte toujours cette clé autour du cou. Et je me rappelle, j'ai pris le manuscrit, j'ai vérifié, c'est vrai, c'est en anglais. Mais ça, c'est facile à comprendre pourquoi. Parce que pour écrire sur cette sombre histoire, donc je rappelle que c'est la rafle du Veldiv, c'est cette journaliste américaine qui doit enquêter sur les événements de 1942 et qui va trouver le destin d'une petite fille liée à sa propre famille française, belle famille française. Donc c'était naturel pour moi de me mettre dans mon côté anglais pour être le plus loin possible de cette histoire française. Il fallait que je mette une sorte de barrière. Mais ça a rouvert les vannes parce que pendant un certain temps, je n'avais écrit qu'en français, je ne sais pas très bien pourquoi. J'avais publié toute une série de livres en français. Et donc, j'ai retrouvé le plaisir d'écrire en anglais. Après, j'ai écrit Boomerang, j'ai écrit Rose, j'ai écrit à l'encre russe. Et c'est vrai que je suis incapable de choisir dans quelle langue je préfère écrire. Et quand on me pose des questions trop précises sur « mais pourquoi vous avez écrit tel livre en anglais et pourquoi vous avez écrit tel livre en français ?» j'ai l'impression d'être comme si j'étais plongée dans mon cerveau et je n'ai pas tellement envie de voir ce qui se passe dans mon cerveau parce que si je décortique trop ce qui se passe dans mon cerveau, peut-être que je ne pourrai plus écrire, peut-être que j'arrêterai d'écrire tout court. Non, ça n'arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je ne me pose pas tellement de questions et j'écris. Voilà. C'est formidable. Alors, je surveille l'heure parce que grâce à la SNCF, demain matin, il n'y a pas de train, donc vous devez rentrer par le dernier TGV ce soir, puisque c'est un jour de grève. On a déjà beaucoup de chance de vous avoir reçu. Merci, donc je vais vous laisser aller dédicacer. Je voudrais finir sur la lectrice que vous êtes. Oui.
vous êtes très connu, et moi je l'ai souvent remarqué, pour avoir une grande solidarité avec les auteurs dans les salons. Vous avez un public énorme qui vient dédicacer. Vous en profitez à votre stand pour dire « mais lisez, lisez un tel, n'achetez pas le mien, lisez celui-là ». Donc vous êtes entre guillemets, une bonne copine pour les écrivains. Vous êtes aussi une grande lectrice. C'est sur la grande lectrice que je voudrais terminer. Vous faites la courte échelle à de nombreux écrivains très jeunes. Qui, aujourd'hui, avez-vous envie de conseiller au public? En qui croyez-vous particulièrement? Quels sont les livres actuellement que vous aimez? Alors, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai l'habitude de dire que je viens souvent plus pour parler des livres des autres que pour parler des miens. Je trouve ça assez insupportable, les auteurs connus qui viennent parler de leurs bouquins. Donc évidemment, je parle de mes rendez-vous pour que vous puissiez venir, mais ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je parle beaucoup des livres des autres. Alors moi, je voudrais vous citer un livre qui est passé un petit peu inaperçu, qui est publié par une certaine Héloïse d'Ormesson. Je ne sais pas si vous connaissez Héloïse d'Ormesson. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Madame de X. C'est un livre par un certain David von Grafenberg. Rien que ce nom-là est inspirant. Et ce qui est très, très intéressant avec ce livre, donc c'est le parfait livre de votre été, hein. Je vous le lis tout de suite. J'ai reçu ce manuscrit. C'est moi qui l'ai donné à Héloïse d'Ormesson et j'ai enlevé le nom de l'auteur, parce que j'aime bien brouiller les pistes. Et d'abord, Héloïse est tombée dans le panneau. D'abord, elle a cru que la personne qui avait écrit ce livre était une femme. Et ensuite, elle a cru que c'était moi qui l'avais écrit. Parce que ça aborde un peu mes thèmes dans la veine un peu plus coquine de Spirale, Son carnet rouge, etc. Donc déjà, j'ai pris ça pour un compliment. Donc je vous le pitch rapidement. C'est une histoire assez intime d'une femme d'une quarantaine d'années qui veut refaire sa vie, qui part divorcée, 2 enfants, et qui part en Toscane travailler dans une librairie. Elle va faire la connaissance d'une jeune étudiante italienne qui s'appelle Ale. Et c'est une femme qui est un peu, qui s'est un peu rangée, à qui il n'arrive pas grand-chose, qui s'est un peu résignée à son âge, à sa tristesse. Et cette jeune femme va l'entraîner sur un terrain très glissant. Je ne vais pas tout vous dire. Mais donc, elle va se retrouver dans une espèce de machinerie sensuelle. C'est un livre très sensuel. C'est un livre un peu chaud, mais on n'est pas dans 50 nuances de merde, comme j'ai l'habitude de lire. Et pardon, pardon pour ceux qui ont aimé 50 nuances, mais non. Là, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus littéraire, beaucoup plus feutré, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus intéressant. Cette femme va se retrouver prise dans une terrible machination érotique. Ça pourrait faire un film inouï. Alors moi, j'ai réussi à lui en faire vent dans toutes les dédicaces que j'ai pu faire. S'il est là ou s'il n'est pas là, je suis parvenue. Et après, j'ai reçu des mots de gens qui avaient adoré ce livre. Donc, Madame de X, emportez ça dans vos valises. Ça va vraiment vous plaire. Et sinon, je voudrais vous parler d'un livre qu'Héloïse... Je ne suis pas là pour faire la pub d'Héloïse d'Ormesson, mais elle publie des bons livres. Hein, donc, ah oui, absolument. On fait la pub d'Héloïse ce soir. Oui. J'ai beaucoup aimé un livre par Gaël Nohan sur Robert Desnos. On pourrait croire, à premier abord, que c'est un livre ennuyeux, un peu genre Robert Desnos, bon, un peintre, un poète surréaliste, mais la vie de cet homme est tellement incroyable. Et le fait qu'il soit poète et résistant, et comment on rentre dans l'intimité de la vie de cet homme, c'est absolument fascinant. C'est un livre qu'on dévore. Il a eu récemment le prix des libraires, qui est un grand prix. Ouais. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Et puis sinon, je peux aussi vous parler d'un livre que j'ai adoré, qui s'appelle Une longue attente, une longue impatience, par Gaël Josse. Oui. Alors je suis infoutue de vous dire l'éditeur. C'est un tout petit éditeur pas connu. Notabilia, merci. Oui. Mais c'est un livre très émouvant. Ça se passe dans les années 50 en Bretagne. Et c'est une femme qui attend que son fils revienne. C'est un 2e mariage. Elle s'est remariée. Elle a un fils aîné qui s'appelle Louis. Et un soir, ce jeune homme ne revient pas. Et c'est toute l'attente. C'est un petit livre tout court, tellement émouvant sur cette femme qui attend ce fils. Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas ? Pourquoi il est parti ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Et on est terriblement touché par le parcours de cette femme. C'est merveilleusement écrit, ça se passe en Bretagne. Vous allez ressentir les embruns, vous allez être l'impression d'être là, au bord de cette falaise, à attendre que les bateaux reviennent. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est toujours très bien, Gaëlle Josse. Mais je pourrais vous parler de livres pendant des heures, donc je vais m'arrêter là. Mais je vais vous laisser dédicacer. Vous reviendrez en septembre. Ceci dit, si vous voulez d'autres idées, vous allez sur mon Instagram, vous tapez le dièse « Favorite Books Tatiana » et vous allez avoir la 50aine de livres que j'ai aimés, des classiques, pas des classiques, pourquoi j'ai aimé. Donc voilà, on pourrait en parler pendant 2 heures. Et vous pouvez aussi trouver Linden sur Instagram, oui, parce que vos personnages ont leur vie sur les réseaux sociaux. C'est vrai, Linden Malgarde, qui est donc photographe, à son Instagram. J'avais commencé ça un peu à la rigolade au début, mais il a déjà 500 followers qui ne savent pas qu'il est le héros de mon livre. Il prend des belles photos, qui ne sont pas celles de ma fille, hein, qui est aussi photographe. J'ai trouvé une application qui bidouille les photos de Linden pour les rendre un peu vintage, puisqu'il a un vieux Leica. Et donc, Linden Malgarde vit sa vie sur Instagram et ça m'amuse. Tatiana, merci beaucoup. Nous aurons le plaisir de vous retrouver au Livre sur la Place, le samedi, je crois, une journée. Voilà. Ça sera Et on allait parler aussi du 13 juin. Absolument. Je vous laisse... Voilà, je vais faire une émission sur Canal+, avec un certain Augustin Trapenard, qui m'a invité pour être l'héroïne de son émission 21 cm, qui parle de livres. Et qui m'a interviewée d'une façon assez différente. Vous allez voir, on est parti sur les traces de Virginia Woolf dans le Sussex. Il m'a aussi fait tourner dans un clip où je fais des choses, où je danse et je chante. Donc vous allez peut-être voir une Tatiana Dronnet un peu différente de ce que vous imaginez. Ça passe le 13 juin sur Canal+. Et si vous n'avez pas Canal+, ça passera en replay le lendemain sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà. Et toujours en programme, retenez déjà les dates du Livre sur la Place. Oui. Bien sûr, nous allons passer l'été à finir la programmation de cette 40e édition. Héloïse d'Ormesson, vous l'avez compris, est dans cette salle. Je voudrais vous dire que le 6 septembre, à l'Opéra, en soirée, il y aura l'hommage de la ville et du Livre sur la Place à l'auteur que nous aimions tant, qui était un ami de notre ville, qui lui était merveilleusement fidèle, Jean d'Ormesson. Et c'est la superbe actrice Alice Taglioni. Je pense qu'il aurait tellement aimé je pense qu'il aurait été... les textes. Il aurait trouvé ça plus qu'épatant. Ouais, qu'Héloïse aura choisi. Alors la programmation va se dévoiler maintenant petit à petit. Vous allez la retrouver sur le site de la manifestation. J'espère que nous vous retrouverons tous fidèles au Livre sur la Place en septembre. Tatiana, un immense merci. C'est moi qui vous remercie. Et je vous laisse à vos lecteurs et à vos lectrices. Merci Françoise, merci beaucoup.